Cette femme, elle me terrorise. Aujourd'hui, je vais vous parler de Michael McDowell, plus particulièrement donc de Lune froide sur Babylone et L'Amulette. Donc cet auteur, j'ai découvert, comme beaucoup de gens, avec Blackwater. Ses éditions sont juste incroyables. Donc chez Monsieur Toussaint Louverture. À chaque fois, il y a tellement de petits détails. Je me lasserai jamais de les regarder. Et c'est toujours un plaisir quand je les lis, de regarder l'objet livre et de déceler des petits indices, des petits éléments. Il n'y a vraiment rien qui est au hasard. Enfin, c'est incroyable. Donc cette série, je l'ai dévorée, je l'ai adorée. Je ne sais pas si c'est mes écrits préférés de l'auteur, mais c'est une place particulière dans mon cœur, parce que déjà, c'est avec ça que je l'ai découvert. Et il y a vraiment le petit côté saga, où on retrouve les personnages, on suit leurs avancées, enfin, ils grandissent, ils vieillissent, ils meurent. Enfin, Blackwater. C'est vraiment une série que j'ai trouvée géniale et je la recommanderais toujours. Après, j'avais lu Les Aiguilles d'Or. Donc un gros coup de cœur pour cette histoire. C'était génial. Et ensuite, il y a eu Cathy, que j'avais écouté en audio. Donc c'est le récit le plus violent, je trouve, jusqu'à maintenant, le plus gore, et où les personnages sont vraiment méchants. Enfin, déjà, dans tout ce qu'il a écrit, les gens sont les gens. Mais là, particulièrement, ils en tiennent une couche. Hein. Non, vraiment. Et donc, tout récemment, j'ai fini Lune froide sur Babylone, qui est magnifique également. Et c'est l'un des premiers écrits, par rapport aux autres que je vous ai montrés juste avant. Et pour le coup, ça se passe dans les années 80. Il y a des petits clins d'œil à Blackwater. Par exemple, on retrouve Mobile, on retrouve la Perdido, la rivière. Il y a plusieurs petits éléments qui reviennent, un peu comme Stephen King le mène, là où j'irai jamais. Si vous avez lu du Stephen King, vous-même vous savez. Et là, on va suivre la famille Larkin, où on commence l'histoire avec la disparition de la petite fille, qui a 14 ans, elle vient de débuter le lycée. Et de cette famille, il reste donc la grand-mère et le frère de cette fille. Le frère qui tient la ferme, où il y a les champs, la plantation des mûres, non des myrtilles. Donc il fait commerce de myrtilles. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de choses que j'ai aimées dans ce livre, mais ça reste l'écriture de McDowell, où il va vraiment bien planter le décor, que ce soit autant l'ambiance, les gens, tout ce qui est météorologique. Par exemple, là, il y a le mauvais temps, il y a des orages, il pleut. Par exemple, les myrtilles, elles sont complètement foutues. Donc, ça crée encore une tension supplémentaire déjà que de base. On assiste à ce qui se passe. Donc, on sait ce qui est arrivé à la fille, on sait une très grande partie. Et le récit, il est construit en ayant plusieurs points de vue. On a des petits détails qui viennent de plusieurs personnes. Donc on en apprend sur les intentions de certains, sur des secrets. C'est vraiment très bien construit, j'ai trouvé. C'est une plume très cinématographique, comme le reste de ses œuvres. Donc on lit, moi je vois les scènes, je suis à fond dedans. Et même si l'intrigue, elle reste assez
simple, dans le sens quelqu'un disparaît, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde parle, il y a des ragots, on apprend des choses, enfin la vie sur chaque personnage, enfin ça fait vraiment très très huis clos, j'ai envie de dire, mais à une plus grande échelle. Et il y a vraiment toute cette tension, toute cette intrigue qui est très intéressante à suivre. Alors même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités, j'ai trouvé très addictif et je l'ai adoré. Donc un peu moins que les autres que je vous ai montrés juste avant. Bon, la barre était très haute, je trouve. Ça reste une très bonne lecture. Et ce qui est très sympa, c'est qu'à la fin, il y a un petit chapitre bonus où justement ça parle de l'auteur, un peu de son parcours, de sa manière d'écrire. Donc, par exemple, je savais qu'il avait travaillé avec Tim Burton. Par contre, je ne savais pas qu'il était ami avec Stephen King et que justement la femme de Stephen King a fini un de ses livres quand il est décédé. Il avait un livre inachevé, enfin, comme sûrement énormément d'autres. Et la femme de King en a fini un, Calliope, que j'ai pas lu pour le moment. Je crois qu'il n'est pas encore traduit de toute façon. Je vous dis peut-être des conneries, je ne sais pas. Et ça parle justement de la manière aussi dont McDowell écrit, enfin, sa manière d'appréhender les relations enfin, familiales, parce que comme il le dit, il n'aime pas forcément écrire enfin, les histoires d'amour qu'il trouve moins exploitables, moins intéressantes comparées aux histoires familiales, où il y a tout ce côté rancune, haine, la jalousie, enfin tous ces sentiments très forts qui gravitent autour d'une famille qui est souvent couplée avec de l'amour, du respect. C'est vraiment un mélange souvent très paradoxal et c'est très intéressant à suivre et je trouve qu'il les exploite, enfin, tous ces sentiments-là, il les exploite très bien, rend des familles complètement détestables, mais où toutes les envies en fait des protagonistes, il va les pousser à fond, il va les faire réaliser, comme ce qui est la vengeance par exemple, ça reste de la fiction, donc il n'a aucune limite et les protagonistes laissent libre cours à leurs émotions, à leurs sentiments. Donc avec ce titre, l'intrigue est assez simple, mais la beauté est dans tout ce qui est autour, comment ça a été construit, la vision qu'on a sur chaque personnage, sur chaque élément de l'intrigue. Et c'était sympa. Du coup, maintenant, je vais enchaîner avec l'amulette. Et donc, je l'ai en audio, je ne l'ai pas encore en format papier. Je vais me le prendre pour la collection parce que l'objet livre est une fois encore magnifique. Et donc, en l'écoutant, je vais commencer un nouveau coloriage. Donc, les coloriages mystères. Bon, là, le thème romantique, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Mais j'en ai déjà réalisé plusieurs dedans. Et pour le coup, je vais commencer. Je m'en sors pas. Là. Celui, je m'en sors vraiment pas. Avec les dragons. Vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et vous, est-ce que vous aimez les livres audio? Parce que c'est un format qui vous correspond. Et surtout, que faites-vous pendant l'écoute? Moi, personnellement, soit je fais le ménage, soit du coup, je colorie. C'est ma découverte de l'année passée, celle d'avant. C'était il y a 2 ans. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et je vais vous partager donc un coloriage filmé en beaucoup plus rapide. Je vais tenter un nouvel angle. Et du coup, je vous laisse un moment, le temps que j'avance dans ma prochaine écoute. Et on se retrouve tout bientôt pour l'update vers, je pense, la moitié du livre à peu près.
Pour le coloriage, j'ai essayé un autre, angle de vue. Je ne sais pas si je suis convaincue ou pas, je vais faire encore d'autres tests. Dites-moi si vous préférez 2 faces, enfin depuis dessus, d comment vous préfériez peut-être le truc. Enfin bref, passons. Alors j'ai avancé dans l'amulette. Je suis à 62 si je dis pas de bêtises. Donc on commence l'histoire avec Dean qui a été appelé justement, c'est la guerre du Vietnam, enfin il a été appelé au front et il ronchonne un peu avec, bah, ses collègues, enfin, en disant que sa femme, elle a réussi à être engagée à l'usine sur la ligne de montage des armes et que lui, normalement, aurait dû aussi, enfin, il aurait dû avoir une place. Il l'a pas eu, puis du coup, bah, tous ses connaissances travaillent à l'usine, pas lui, enfin, c'est compréhensible. Mais du coup, bah, il a un exercice de tir à un moment et l'arme, bah, lui saute littéralement à la gueule. Du coup, bah, il est rapatrié, il retourne, bah, chez lui. Donc il retrouve, c'est un légume. Donc il est complètement recouvert de bandages. Enfin, c'est assez mystérieux, tout ce qui est autour de lui, en fait. On n'en sait pas trop. Enfin, il parle pas, il bouge pas, c'est très spécial et plus on avance dans le récit et plus c'est je me pose beaucoup de questions par rapport à son état, à ce personnage en lui-même. Mais en gros, donc, bah, il est rentré chez lui, donc retrouver sa femme et donc ils vivent chez sa mère, Jo. Cette femme, elle me terrorise. C'est vraiment un gros cliché ambulant. Enfin, la femme acariâtre qui est flemmarde, qui veut pas bouger, qui est là aussi obèse, et méchante, médisante. Et elle aime pas sa belle-fille, donc Sarah, qui travaille à l'usine. Et elle lui mène donc la vie dure et elle n'arrête pas de la rabaisser. Parce que du coup, bah, Sarah vit extrêmement mal, bah, le fait de voir son mari comme ça, elle ne le reconnaît pas. Bah, elle trouve ça bizarre, enfin, il bouge pas. Puis elle pensait même qu'il était vraiment bah, mort. Sauf bah, elle lui donne à manger et la cuillère se vide. C'est le seul argument qu'elle peut avoir pour la convaincre qu'il est bien vivant. Alors personnellement, je ne sais pas quoi en penser de ça. Je verrai, mais Dieu sait. Vraiment Dieu sait. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah, et du coup, donc la belle-mère rabaisse tout le temps bah, Sarah, parce que du coup, elle ne sait pas si son mari a froid, a faim, enfin, elle discerne absolument rien. Et du coup, Joe arrête pas de dire, bah, tu devrais savoir, c'est ton mari. Moi, je sais, moi, je le comprends. Euh, Elle, tout du long, elle le rabâche avec ça, et ça doit être affreux à vivre. Et à côté de ça, donc il y a des connaissances de Dean qui sont venues à la maison justement pour apprendre de ses nouvelles, voir ce qu'il en était. Et Joe offre justement un médaillon à une de ces personnes. Donc Sarah se dit, c'est bizarre, déjà elle aime personne et en plus elle offre bah, un bijou qui a l'air quand même coûteux, enfin, puis même sans ça, c'est pas logique. Donc ça l'a fait tiquer. Et il s'avère justement que ce médaillon est maudit. Enfin maudit, je sais pas, mais en gros, tous ceux qui le portent meurent dans des circonstances pas joyeuses, j'ai envie de dire, mais c'est au-delà de ça. Et du coup, il y a un effet boule de neige, donc vraiment tous ceux qui sont en possession de ce collier, volontairement ou non, bah, meurent. Et souvent, les gens n'ont pas de lien entre eux. Enfin, c'est vraiment étrange. Et Sarah, déjà de base, donc elle a percuté que cette amulette, c'était bizarre, c'était un peu le déclencheur de tout. Et elle est restée enfin, focalisée en se disant c'est à cause de l'amulette, c'est à cause de ça. Et du coup, elle n'est pas superstitieuse de base, mais elle met toutes ses morts enfin, sur le dos en fait, de ce médaillon. Donc elle va décider d'investiguer un peu, essayer de le retrouver.
c'était un peu un peu facile. C'est un peu une intrigue un peu kitsch, mais dans le sens kitsch qu'on apprécie, qu'on aime, comme les vieux films d'horreur, en fait. Donc c'est vraiment sympa. Par contre, je sais pas où ça va nous mener. Puis vraiment tout ce qui est entre Joe et Dean, enfin donc le père la mère et le fils, je crois que c'est ce qui m'intrigue vraiment le plus, parce que plus on avance et plus il y a cette ambiance, hein, malsaine qui règne et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Donc on se retrouve tout bientôt pour, bah, la conclusion et mon avis final sur l'amulette.
alors je viens de le finir et je vous avouerai que la fin, elle m'a fait un petit frisson quand même, hein. Meilleure fin possible, je trouve. Par contre, on sent que ça reste un premier tome, dans le sens où il y a des longueurs quand même et il y a plusieurs éléments, enfin, qu'on fait en sorte que j'ai l'impression que ça allait un peu dans tous les sens, enfin que ça partait un peu en roue libre et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Du coup, on restait moins centré sur, les personnages principaux, si on veut, et ces derniers étaient pas assez développés, enfin tout ce qui est entre Joe et puis du coup son fils Dean, ça commençait vraiment bien, c'était oppressant, malsain et c'est un peu parti sur autre chose. Alors je comprends tout à fait la logique vu que justement ah, ce médaillon, cette amulette, elle voyage, enfin de main en main, enfin ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait ce petit côté, bah, comme j'ai dit, l'autre jour, enfin que c'était un peu kitsch, ça reprenait un peu le schéma des anciens films d'horreur. Après, ce livre a été écrit dans ces années-là, donc ça fait sens, comme plusieurs thématiques ou éléments qui ont été mis en avant, ça fait vraiment penser bah, à ces années-là. Donc, j'en étais à Sarah qui investiguait pour essayer de mettre la main sur cette amulette pour la récupérer et puis éviter qu'il y ait d'autres morts. Du coup, elle a fait équipe avec bah, son amie, qui est très superstitieuse et qui, paradoxalement, ne croit pas du tout que c'est l'amulette qui est la cause de tous ces morts, parce que du coup, ça n'a aucune logique. Et du coup, bah, elles essaient de mettre la main sur ce bijou. Et du coup, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, c'était un peu frustrant parce qu'il y a plein de questions que je me posais et ça n'a pas été abordé. Enfin, j'ai pas eu les réponses que je voulais. Par contre, la finalité, elle est, alors, elle est très bien, mais avant ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des éléments qui faisaient pas vraiment sens, où j'ai pas trouvé une logique. Enfin, c'est, ça allait pas en cohésion avec le reste de l'histoire. Bon, vous me direz qu'un médaillon qui tue les gens, c'est déjà pas très cohérent, mais la question n'est pas là. Mais d'autres éléments ont été rajoutés à ça et je sais pas trop quoi en penser. Alors l'image en elle-même, c'est grandiose, mais ça fait pas vraiment sens, je trouve. Par contre, ça me fait plaisir, à un certain moment, Sarah a eu une petite revanche sur le comportement de Joe. Bon, elle n'était pas présente dans cette scène-là, c'était son ami qui prenait bah, sa défense. Et il y a eu la meilleure punchline possible. Je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, la meilleure amie dit à Joe, j'ai noté ça, si un camion vous écraserait, j'achèterais ses pneus. Incroyable. J'ai trouvé ça juste incroyable. Enfin bref, donc ce tome était sympa, j'ai bien aimé l'histoire, mais on sent vraiment que c'était un premier récit et on sent le potentiel, mais qui n'a pas été exploité complètement. Et à la fin, il y avait une petite nouvelle en plus qui a été rajoutée. Donc c'est Miss Mac. C'est une petite nouvelle qui se passe le soir d'Halloween. J'ai eu un petit peu de peine avec parce que c'était vraiment très court, il y avait trop peu. Et surtout, bah, vu que je l'ai écouté juste après, donc Lune froide sur Babylone, ça m'a fait un peu tiquer parce qu'il y a vraiment, bah, la plupart des scènes font vraiment penser à un moment de ce récit-là. Mais du coup, bah, en moins bien, enfin, en moins développé, vu que c'est juste une petite nouvelle. Mais l'idée y est, c'est intéressant, mais trop peu pour moi. Je suis très contente d'avoir pu tester le format audio pour ces livres, car le narrateur, il prête sa voix, je trouve, à merveille aux différents personnages.
que ça soit les voix graves, les voix de méchants et autres, même les voix de femmes, je trouve qu'il les fait très bien et je trouve qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui font des ça veut rien dire, mais de bonnes voix de femmes dans les livres audio. En conclusion, j'ai passé un très bon moment avec ces 2 livres. Ils font pas partie de mes préférés que j'ai lus pour l'instant. En même temps, comme je l'ai dit, la barre était très, très haute et j'ai très hâte de lire les prochains livres.